bonjour, je m'appelle Alejandra Vergara, je travaille ici au laboratoire ICAR, je suis doctorante sous la direction de Patricia Lambert et Christine Develotte. Et aujourd'hui, je vais vous présenter en fait quelques réflexions sur l'importance interactionnelle de création lexicale dans l'enseignement et l'apprentissage d'une langue minoritaire et minorisée. C'est le cas du Mapudungun au Chili. C'est une langue des peuples mapuche en Argentine et au Chili. Donc, ces réflexions se fondent sur une recherche ethnographique et collaborative au long cours qui se porte sur des situations d'enseignement et d'apprentissage du Mapudungun au Chili, en direction d'un public adulte et urbain. Et là, aujourd'hui, je me concentrerai principalement sur une expérience d'immersion linguistique dans un contexte rural, et où on a amené des jeunes adultes citadins dans une communauté traditionnelle, on va dire, avec des locuteurs experts des Mapudungun. Donc, à partir des données filmées pendant des séances d'immersion linguistique, j'analyserai deux séquences d'une activité de création lexicale. Et donc, à travers ça, cette activité, on va essayer d'analyser d'un point de vue sociolinguistique et interactionnel pour envisager un possible intérêt didactique dans le cadre d'une didactique des langues, comme l'Institut Pérez 2012, ou une didactique des langues originaires. Donc, l'analyse de ces deux extraits permettra d'une part apporter un éclairage sur des situations spécifiques qui contribuent à la construction interactive des connaissances lexicales sur cette langue et de cette langue à travers les échanges intergénérationnels et la réflexion métalinguistique. Donc, on va d'abord contextualiser un peu pour ceux qui ne connaissent pas mon terrain. Et donc là, ça c'est l'Amérique latine, l'Amérique du Sud, et on a le Chili. Et donc la situation sociolinguistique du Chili est marquée historiquement par un processus que les sociolinguistiques, Louis-Jean Calvé, nomment de glottophagie. Donc un processus qui a progressivement placé les Mapudungun parmi les langues originaires minorisées de cet État-nation officiellement monolangue en espagnol. Donc cet statut minorisé du Mapudungun et l'abandon progressif de la transmission intergénérationnelle pose de ce fait la question de sa revitalisation au sein de Hinton et Hale. C'est-à-dire l'ensemble de la revitalisation, on le comprend comme l'ensemble des démarches susceptibles de contribuer à la redynamisation des usages d'une langue considérée comme étant en danger. Donc, ces demandes de revitalisation, en plus pour les cas mapuche, se revendiquent dans un mouvement politique dénommé de réunification. C'est 4 Léo 2005 qui le signale comme ça. Donc, ça c'est un peu le contexte, la deuxième partie du contexte. Donc, à travers ces mouvements de revendication et de réunification, il y a un mouvement militant de revendication politique, territoriale, identitaire, culturelle et linguistique, et qui donc il met un peu les processus de glottophagie qui stoppe un peu ces processus qui n'arrivent pas à son terme, et situe les Mapudungun sur les plans symboliques mais aussi sur des pratiques dans le milieu urbain que nous passerons à voir par la suite. Et ces mouvements militants, c'est récent aussi, ça date de fin des années 80 avec la fin des dictatures militaires des deux pays. Donc et ça permet donc voir un peu comment ça se passe, cet enseignement de cette langue minoritaire aujourd'hui. Bon, ces données datent de 2012. Dans l'apprentissage de cette langue pour un public, là j'ai mis un peu les caractéristiques de ces publics. C'est adulte du milieu urbain et alphabétisé, niveau d'études secondaires et supérieures, autodéfinis comme mapuche et non mapuche. Pour ceux qui s'autodéfinissent comme mapuche, ça date de la 3e génération des migrants. Donc on voit la flèche là. Le côté rouge, c'est vraiment les territoires ancestrales, traditionnels, qu'on pourrait dire que c'était les territoires mapuche. Et suite à la migration
de l'exode rural-urbain se situe maintenant, il y a une grande partie de la population à Santiago, la région métropolitaine. Donc, beaucoup de ces études, des apprenants sont de troisième génération. Donc, ses grands-parents, ils parlaient Mapudungun et voilà, donc, ça sautait une génération, ses parents, et là, ça revendique et ça revient. Et donc, il a aussi des locuteurs réceptifs et des fortes motivations identitaires et affectives. Donc, et ça se comprend par rapport à ces mouvements politiques identitaires qui le supportent. Donc, dans ces contextes, le renouvellement lexical met un peu son pied. Et donc, c'est la création lexicale répond avant tout à une évolution de la langue et son environnement, suite à ces processus de migration. Et dans ce cas-là, voilà, du coup, Kyori et Loncon, que c'est des linguistes qui ont travaillé sur la rénovation lexicale, ils parlent d'une urgence de la mise en place de nouvelles politiques linguistiques pour assurer la permanence de la langue et son adaptation au monde contemporain. Dans ces projets, ils présentent la création lexicale comme une des clés de la réussite de sa revitalisation. Donc, ces linguistiques nous montrent que le Mapudungun a faiblement évolué ces dernières décennies. Donc, ce résultat, c'est que jusqu'à maintenant, continue à refléter les contextes de sa culture traditionnelle en lien avec la terre, la vie en communauté rurale, et pas dans la ville. Autrement dit, la langue mapuche se confronte à un manque de terminologie moderne, comme c'est le cas d'ailleurs des autres langues, voilà, dans ces cas-là. Donc, de manière générale, et comme le signale Calvé, les nouveaux mots peuvent être des néologismes spontanés, s'ils sont le résultat d'un acte de création individuelle, donc les gens ils inventent des mots au fur et à mesure. Ben, on le fait dans toutes les langues, parce que dès qu'on ne connaît pas, on essaye de créer aussi de manière spontanée, ou des néologismes planifiés qui émanent des organes institutionnels via une planification linguistique. Par exemple, pour le cas du français, c'est l'académie qui propose de nouveaux termes, ou voilà, c'est au niveau institutionnel que nous, après, on les adopte ou pas. Finalement, la plupart, on les adopte. Je mets l'exemple des drones, par exemple. On dit un drone, voilà, on adopte le drone sans savoir effectivement qu'est-ce que ça veut dire, mais on le adopte parce que tout le monde l'utilise, quoi. Donc c'est un peu imposé aussi. Donc, dans le cas du Mapudungun, en s'appuyant sur le travail de Villena, qui c'est une thésarde qui a fait un travail sur le néologisme en ville, et elle expose qu'il y a plus de néologismes spontanés que planifiés. Parce que une des raisons, c'est qu'il n'existait pas une académie des langues. En tout cas, il y a une proposition d'académie, mais qui ne s'est pas encore validée et ça reste encore un peu flou. Donc, il n'y a pas de cette institutionnalisation. Donc, comme j'ai dit aussi, tout système linguistique permet de l'activité de création lexicale selon des modalités qui diffèrent en fonction des caractéristiques du système et surtout des conditions socio-historiques. Et pour ce qui concerne le Mapudungun, je vais mettre un exemple ici. C'est l'exemple de Twitter tout fait. Et donc, le Mapudungun il a un caractère polysynthétique et agglutinant. Donc, il offre une richesse aussi des variétés de suffixes dérivatifs. Et donc, par exemple, dans ces cas-là, je vais mettre Twitter tout fait parce que ça m'a parlé bien. Une, parce que c'est un néologisme, et une autre chose, c'est parce que c'est sur les réseaux sociaux de Twitter. Donc, ça passe aussi par là. Donc, les apprenants se caractérisent par leur volonté de nommer ce qui l'entoure dans la langue. Donc, c'est la première question dans ce contexte des langues minoritaires, c'est les étudiants qui apprennent à dire Chempiñekei Mapudungun Meutufa. C'est la question basique, ça veut dire comment on dit ça en Mapudungun, comment on nomme cela. Ça, c'est tous les ateliers où je suis participée. Pendant un an, c'est tous les ateliers. Ah, et madame, comment on. Voilà, non, comment on. Chempiñekei Puñego. Et dit non, c'est pas possible, ça n'existe pas. Mais les gens, mais pourquoi ça n'existe pas? Mais en fait, surtout pour quand les étudiants des lycées, par exemple, ils demandent des choses et les adolescents, ils ne s'en rendent pas compte effectivement qu'il y a un processus derrière parce qu'ils adoptent, donc ils ne savent pas vraiment que. Et va au-delà de la langue.
Donc, c'est à ces contextes-là où je remarquais, en fait, effectivement, que c'était une bonne piste de recherche pour ces contextes. Donc, les créations lexicales font souvent référence à des termes en lien avec les mondes de la technologie, de la science ou de l'environnement urbain. Les réseaux sociaux constituent un excellent poste d'observation des créations lexicales relatives à ces nouveaux modes de communication. Donc, l'exemple ici, Twitter tout fait, qui est apparu dans une activité militante dénommée Twitter Storm, et qui avait pour objectif d'échanger une langue indigène sur les réseaux sociaux dans le cadre de la Journée internationale de la langue maternelle, le 21 février, je pense. Donc, Twitter tout fait est dérivé de l'emprunt à l'anglais Twitter et des suffixes en mapudungun tout et fait, qui sont utilisés pour désigner les personnes qui utilisent Twitter. Donc, on ne connaît pas encore le degré de validation de ce terme dans les usages des locuteurs de mapudungun, mais c'est un exemple assez emblématique, je trouve, de l'importance de ces phénomènes. Donc, par exemple, ici, on va observer que l'auteur de ces néologismes l'introduit en accompagnant d'un argument de modernisation de la langue. Bon, on voit en effet sur la capture d'écran, l'intervenant explique Twitter tout fait résulte d'une possibilité de réaliser un néologisme grâce à l'emprunt de l'anglais et ainsi, je cite, développer les mapudungun comme toute langue moderne. Le même intervenant reprend le terme dans un énoncé mapudungun en le donnant ainsi un contexte. Donc, puis d'autres intervenants reprennent les nouveaux termes en s'ajoutant une salutation. C'est Mary Twitter tout fait. Bonjour les Twitter tout fait. Bonjour les utilisateurs de Twitter. Et une deuxième qui répond au salut en serrant l'onomatopée de rire en espagnol. Ha 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 ha. Donc, ces dernières pourraient être prises soit comme une acceptation d'un nouveau terme avec bonheur, soit dans un ton ironique de la proposition. Donc, la validation ou l'invalidation du terme, on ne sait pas. Mais on a fait une création sur un réseau social, mais il faut souligner que ce type d'activité traverse l'ensemble des réseaux sociaux, pas seulement ce qui se développe dans les cyberespaces, dans lesquels le mapudungun est présent dans les usages linguistiques. Donc, c'est par exemple maintenant le nouvel formulaire des impôts chilien, on peut le trouver en version mapudungun. Ou le registre civil pour l'identification, ça se trouve aussi on trouve des panneaux en mapudungun. Et donc ça commence petit à petit à avoir ses besoins aussi pour des choses administratives, dans le contexte quotidien. Donc voilà, ça c'est pour la néologie. Donc je vais vous présenter dans quel contexte on a fait cet atelier de création lexicale. C'était dans le contexte d'une immersion linguistique, comme je viens d'introduire. Donc c'était dans un cadre rural pour des jeunes adultes qui suivaient régulièrement des cours de mapudungun dans les contextes urbains à Santiago du Chili. Pourquoi l'immersion comme proposition ? Les apprenants qui suivent des cours de mapudungun ont pour motivation principale de devenir néolocuteurs. Ça, c'était vraiment la grosse réponse qui a vraiment changé tout sur mes idées sur ces terrains. Donc, devenir néolocuteur, et pour cela, ils s'attendaient de se trouver en contact avec une diversité de locuteurs traditionnels. Ces locuteurs, on les trouve entre autres dans les communautés rurales qui sont souvent éloignées des grands centres urbains. Dans ces cas-là, nous on était vraiment pas loin de la grande ville, la capitale de cette région-là, c'était Muco, aussi en rouge. Mais c'est vraiment un endroit isolé, c'est une communauté où il n'y a pas beaucoup d'accès à cause des pistes en mauvais état. Donc on était vraiment dans l'idée d'un autre pays vraiment isolé. Et c'est surtout parce que c'est la communauté d'origine de professeurs à Santiago du Chili. Donc ça nous permettait aussi d'aller vers des communautés qui connaissaient déjà ces travaux précédents. Donc c'était vraiment déjà un bon terrain pour commencer. C'était pas... Donc cette communauté se trouve à 700 km au sud de Santiago du Chili. Donc il faut comme ça vous montrer un peu la motivation des apprenants. C'est un trajet un peu comme Lyon, un peu plus long que Barcelone. Donc c'est un peu ça. Et ils ont fait pendant la nuit, avec des conditions vraiment... Mais eux, ils voulaient venir parce que c'est l'occasion de se retrouver dans une ambiance complètement
Mapudungun Fun. Donc c'était vraiment l'occasion. Et nous, pour cela, on a trouvé une école qui nous a prêté pendant 4 jours les dépendances pour faire l'activité, pour dormir et pour faire tous les types d'activités dans ces coins-là. Donc, il y a eu 6 apprenants accompagnés de leurs formateurs. On a cohabité avec les locuteurs experts de cette communauté. Ils ont participé à différents types d'activités quotidiennes, par exemple la préparation de repas, mais aussi des ateliers didactiques préparés et animés par leurs formateurs et des membres de la communauté, qui étaient donc locuteurs traditionnels de Mapudungun. Donc, c'est au cours de ces ateliers qu'on a commencé à didactiser la création lexicale. Et c'est une des activités qui j'extrais la séquence interactionnelle sur laquelle on va s'arrêter tout de suite. Et donc, pour contextualiser la situation, les apprenants, les formateurs et les locuteurs experts, nous nous sommes rassemblés dans une salle de l'école primaire de la communauté et nous avons décidé de travailler sur des objets contemporains à travers des catalogues et des revues. Donc, à travers les photos, les étudiants, d'abord de manière individuelle, après en binôme et plus dans un petit groupe de 4, et choisissaient les mots qui disaient, voilà, c'est important qu'on le sache, c'est important qu'on pourrait créer un mot à partir de cela. Donc, il y avait une séquence didactique, d'abord individuelle, un binôme, un groupe. Et en groupe, ils décidaient les meilleurs, ou celles qui c'était en commun, etc. Et ils le mettaient dans un papier. Et à partir de cela, ces groupes qui étaient composés des locuteurs et des apprenants, et proposaient des choses. Donc là, on voit vraiment un mélange très enrichissant, en tout cas pour les interactions. C'est la créativité d'un côté des apprenants, parce qu'ils ont toute cette idée-là, mais vraiment la créativité par rapport aux nouveaux termes, et les connaissances. Donc, et parfois, donc, le locuteur qui peut-être il n'a pas cette créativité ou qui ça ne l'intéresse pas forcément connaître ces mots-là ou à faire un mot, et ça, voilà, il y a une confluence entre la connaissance et la créativité et ça donne des résultats qu'on va visiter, on va regarder tout de suite. Donc là, je vais vous montrer la première vidéo. Donc, les moments qui nous intéressent plus particulièrement correspondent à une activité de recherche de mots nouveaux Mapudungun. Le déroulement de l'activité comporte 2 grandes phases. D'abord, une recherche des propositions qui se fait de manière individuelle, puis une seconde, en groupe. Donc, l'objectif de la tâche est de parvenir dans chaque groupe à un consensus sur les nouveaux termes pour dessiner les objets de la photo. Donc, cet extrait, ça dure 20 secondes. C'est très court. Je tiens à vous dire que la caméra elle bouge beaucoup. Parce que c'était pas prévu. En fait, on a fait ça et on était dépassé par rapport à la créativité qui était dans les groupes. Donc on a filmé ça et après on a découvert qu'il y avait des choses intéressantes à creuser. Et donc on va voir un apprenant et l'apprenant qui est là à gauche, l'apprenant 3. Et voilà. Dans les premiers tours de rôle, il lance 2 propositions pour désigner un objet qu'on appelle en français un déodorant. Dans la colonne de la traduction, vous avez dans les papiers, dans la colonne de traduction, en français, je n'utilise pas les mots déodorant, mais les expressions non transpirant ou l'objet non transpirant. Traduction qui rend mieux compte de la modalité formelle de création lexicale utilisée par l'apprenant. Cette modalité est celle de la suffixation. En effet, le terme Mapudungun arafnom non transpirant et arafnom c'est ajoutant les suffixes we et indique un outil. Donc en gros, ce que les propositions qui disent, c'est l'objet qui évite transpirer. Sauf que cette proposition ne renvoie pas l'idée d'odeur. Donc elle n'est donc pas immédiatement acceptée pour les autres participants qui veulent poursuivre les brainstorming en même temps que lui, il essaye de donner ses propositions. Donc, pendant que l'apprenant attend de leur part une validation explicite de la part de la locutrice qui est juste en face de lui, et les autres, ils continuent à faire des propositions. Donc, on voit un peu cet besoin et on va le regarder là. Ça marche? Ah non, pardon. Voilà, c'est ça.
Sur la flèche. Sur la flèche. Sur la flèche. Non. Moi, je vais. Qu'est-ce qu'il m'a dit? Ça? Non. Ça marche tout à l'heure. Non, attendez. Je vais lui montrer celui-là. Aquí dice dos cosas. Arroz, nomás casi la misma cosa. C'est pas un problème de lunettes. Aquí dice dos cosas. Arroz, nomás casi la misma cosa. Las dos cosas produce. Tu peux l'arrêter. Ouais. Attends que ça. Je sais pas, il y a eu un problème donc. Ouais. Donc ça se voit pas trop bien. On voit rien du tout. Ouais, rien on voit. Ouais. Elle est... C'est bizarre. Parce qu'à tout à l'heure ça marchait. Oui, tout à l'heure, ça marchait. Arroz. Reviens sur le Tu reviens sur le corps. Ouais, on va. Voilà, essaye de refaire. Voilà, bon, ça. Non, mais il y a Je viens d'en trouver. Ouais, en appuyant là sur le. parce que l'autre, oui, il le trouve. Donc là, ça marche pas. Hein. Non. Mais donc il faut sortir, forcément. Ou pas? Et là, il montre. Non, elle laisse voir rien. Ouais, c'est très bizarre. C'est très bizarre. C'est les câbles par là. Oui, c'est ça, pas c'est bien pas branché. bien. Oui, mais c'est pas le bon. Ouais, mais on les pourquoi voit, le point bien tout envolé et je sais pas. C'est bizarre, hein? Je pense pas que ça. Ça c'est pas mieux ça quand même. Si, c'est pour dire que ça m'enregistre. Ça c'est assez tout. Ouais. Bon, sinon, on peut continuer avec le. Avec les Je audios. sais quelque chose quand même. Voilà, ça y est. Ouais. Non. Voilà, c'est bon. Qu'est-ce que tu as fait? C'est tout noir, En c'est fait, j'ai bizarre. enlevé Ah, c'est l'air de T'as marcher. mis en veille le mode diaporama de. le PowerPoint? Oui, ça y est, j'ai. Elle est trop forte, Patricia. Bon, si ça vous dit, on va le laisser juste comme ça petit pour ne pas troubler. D'accord, du coup, on va voir comment on se met d'accord pour trouver un mot et comment on. Aquí dice dos cosas. Arroz, nomás casi la misma cosa. Las dos cosas produce. Arroz no. Alors, ouais, voilà. Le prénom qui revient dans plusieurs tours à demander. Alors, en fait, en gros, ce que je pense qu'il voudrait dire, c'est alors ma proposition et ma proposition, ma proposition. Donc, c'est juste pour être validé par cette locutrice qui apparemment, elle n'a pas très bien compris son rôle de tuteur ou de tutrice dans ce cas-là. Et pour faire, bon, voilà, c'est juste, elle est plutôt dans les contextes de trouver effectivement un mot que ça l'intéresse aussi chercher à elle. Donc, c'est comme en tant que locutrice. Donc elle le demande à un autre locuteur traditionnel, il explique, il dit, voilà, ils sont tous en train de chercher, il n'y a pas une hiérarchisation avec quelqu'un qui sait vraiment le mot, et c'est toujours la recherche, c'est toujours la recherche d'une réponse collaborative. Donc et faire un savoir partagé entre la créativité et la connaissance de la langue. Donc on trouve que on entend aussi les autres à côté, qui sont dans la même démarche. En fait, c'est pas que ces groupes-là qui sont en train vraiment d'interagir. Et sinon, on entend aussi les autres groupes qui sont dans la même démarche de chercher un mot. Donc là, je vais vous montrer en fait que, voilà, je pense que pour engager la discussion à la fin avec vous, je vous propose à être attentif en fait au début de l'échange. Entre l'apprenant, si vous voulez prendre des notes maintenant sur le voit, et qu'est-ce que vous voyez aussi, parce que moi je vois ça, en tout cas je vois qu'il y a une démarche de validation auprès des locuteurs,
Et je le mets encore une fois. Tu parles de l'exemple sur celui-là. Oui, non, je mets cet exemple-là au niveau rapidement. Aquí dice dos cosas. Arroz, mamá, casi la misma cosa, las dos cosas produce. Arroz no. Voilà. Donc on voit qu'il y a dans cette démarche vraiment de chercher un mot, il y a des discussions, on verra une deuxième étape. Là, nous sommes en train juste de voir la validation par rapport à la proposition qu'on fera après dans une plénière, dans une assemblée avec tout le monde. Pardon, dans l'extrait, c'est qui l'expert? La dame de droite, de rouge. Et les autres sont des apprenants. De la langue. Des apprenants. À quel Il y a niveau? un locuteur 2 aussi. Ils ont passé un semestre. Et il y a un locuteur 2 qui est hors de l'écran. Mais ils avaient déjà des connaissances. Et le locuteur 2, quand je parle de locuteur, c'est plutôt quelqu'un qui est traditionnel, donc c'est un locuteur expert. Ce sont les locuteurs référents dans Voilà, l'atelier, voilà, c'est ça. Et là, ces deux-là sont des apprenants, donc on voit c'est lui qui propose. Alors non, c'est un apprenant, c'est pas un locuteur. Et du coup, elle a des questions par rapport à cette question de non transpirant, déodorant, donc elle demande à notre locuteur, est-ce que c'est, en gros, elle demande aussi un avis. Et donc ils sont en train de discuter par rapport si ce sont un peu la même avis sur les. Et les mots qu'elle répète tout le temps, ça veut dire quoi? Non transpirant. Non transpirant et objet non transpirant, parce qu'elle dit arofnom, ouais. En fait, non transpirant, objet non transpirant. En fait, l'apprenant il reprend sa proposition pour réajouter ces suffixes ouais, que ça veut dire outil. Objet. Donc, objet. Donc, on voit qu'effectivement, il y a quelque chose qui se produit chez lui dans les cas de création de mots pour dire, voilà, en fait, il y a une compréhension de la structure de la langue. Donc, il y a une réflexion métalinguistique que je trouve assez intéressante pour ces contextes. Donc, moi, je continue à voir la deuxième. Oui, je conclue avec celle-là. On va voir la discussion épolymique, ce qu'on peut trouver, je l'ai mis dans la transcription 2, ce qu'on peut trouver par rapport aux consensus, la recherche des consensus. Voilà, je vais mettre ça. Yo voy a decir ahora. Cuando secamos la ropa, decimos igual o secreto. ¿Sí? ¿Sí? Entonces, podríamos poner ancam blanco y piwin o secreto. Porque aquí el traen huesa que los enchefó, porque el traen, no, Pero no te lo secan. no, hay otro para secar, hay otro. Pero cuando el traen huesa que no hace que decir se enchefó. Claro, pero cuando Porque no había el traen. centrífuga, ¿se acuerda que cachai que puin, después ancam que puin o secreto? Pero cuando no había Por centrífuga. supuesto que se va a secar. Porque primero nosotros no lo vamos a sacar, lo vamos a ir a atender allí. La peluca sí, pues. Sí, pero Depende de la peluca. Entonces, ¿qué ponemos? Siempre puin. Pigun loco. ¿Piwin blanco? Es una palabra que no se puede cambiar. Muy bueno. Por ejemplo, ropa lavada se lleva al viento para secarse. Entonces, peón o exagero. Peón. Entonces eso perfectamente está bien. Muy bien, ya. Pongamos piwin. Piwin blanco. Ya. Ya. Ya, piwin. Ya. Piwin. Entonces, el ancam. Bon, donc là, on voit qu'il y a une discussion que c'est sérieuse, même si on rigole, si on fait des blagues, voilà, c'est là une discussion sérieuse. Les gens, ils sont en train de chercher un mot. Et donc, on a vu un exemple d'une locutrice, parce qu'on voit que le locuteur 1, il essaye quand même, c'est lui qui est en train de présenter sa proposition, il essaye de dire, voilà, c'est ça, un kung, c'est mieux, jusqu'à une des locutrices dit, ça va pas du tout, c'est pas la même chose. Sécher les linges et sécher les cheveux. On ne peut pas enlever nos cheveux et les mettre à pendre comme ça pour que ça sèche au vent. Donc ça va pas.
Donc il y a les doyens qui disent, voilà, effectivement, on ne peut pas changer, ces mots sexistes, c'est pas la même chose. Donc on voit aussi qu'il a des références au champ sémantique, et aussi ce qu'on trouve vers la fin, et je conclue avec cela, c'est que on voit aussi les idéologies, les différentes postures à travers cette création. On voit aussi que, par exemple, nous, à travers la création des Diatissés, on peut faire les étapes, la préparation, les propositions, la discussion, la validation. C'est juste pour, avec une approche, pour voir qu'est-ce que ça donne, qu'est-ce que ça pourrait donner en tant qu'approche didactique. Mais après, il y a des autres étapes qui vont au-delà de ce qu'on peut faire. C'est les étapes de validation, les adoptions et usages. Et que ça permettra aussi de voir, comme, par exemple, à travers les manuels d'enseignement qu'ils utilisent à Santiago, voir comment ces mots-là, peut-être ça pourrait être validé à travers les manuels. Et donc, j'ai observé aussi qu'il y a dans cet aspect de création lexicale, il y a des démarches pour la création de termes sont représentatives de la recherche d'une empreinte identitaire et culturelle. Par exemple, les choix lexicographiques sont marqués des alternatives ethnocentriques, des archaïsmes, des archaïsmes, et la non-acceptation des emprunts. Donc on voit aussi qu'il y a un discours très présent. Dans tous les extraits qu'on a pu voir, c'est les alternatives, les choix les plus utilisés. Donc revenir aux mots anciens, les mettre en valeur et refaire à travers cela de nouveaux mots pour aujourd'hui. Donc, surtout chez les locuteurs. C'est chez les locuteurs qui, eux, ils portent ces connaissances que les apprenants ne connaissent pas. Parce qu'ils ne connaissent pas, en fait. Oui, non, mais parce qu'ils n'ont pas non plus la même attitude. Je pense que c'est plutôt... oui, en fait, l'idée de l'emprunt, c'est d'éviter l'emprunt, c'était plutôt... C'est partagé. Oui, c'est partagé, en fait. Parce qu'ils disent, voilà, c'est parce qu'ils ont mis un exemple de... Il y a un d'entre eux qui a mis l'exemple de l'Euskera, qui a dit qu'à l'Euskera, ils ont mis tout acre à la fin, et c'était un nouveau mot, un nouvel terme. Voilà, voilà, c'est un peu ça... Mais ils ont dit ça, donc ils disent ah non, on doit chercher, parce qu'en plus on avait les doyens qui disaient, par exemple, il avait un mot qui était un payoum. Payoum, c'était enlever la varve. Donc il avait un étudiant qui, en apprenant, dit kacho. Kacho, c'est coupé. Donc il a dit non, c'est pas ça. On va voir les mots anciens, que c'était payoum. Et du coup, on a dit, mais pourquoi ce mot n'existait plus? Parce qu'ils avaient, eux, maintenant ils l'appelaient Gillette, Presto Barba, que c'est la marque. Donc donc ils ont dit, mais il y a le mot pour ça. On avait ça avant. Donc ils avaient ça quand voilà. Donc c'est de là l'importance de faire un travail intergénérationnel. Parce que même peut-être les plus jeunes, ceux qui ont 40 ans, 50 ans de locuteurs, ils méconnaissaient les mots payoun, que c'était la personne des 70 qui le connaissait. On connaissait les mots gilet. Donc, et si c'est un cas de purisme linguistique, il est difficile d'affirmer que les changements au niveau lexical correspondent à une seule posture. Mais les participants ils disaient qu'ils utilisaient ces alternatives parce qu'ils seraient plus fidèles à l'esprit de la langue. Donc, c'était ça un peu. Un essentialisme qui peut se comprendre comme la réponse d'une partie de cette communauté pour recréer l'image idéalisée d'une nation qui se reconstruit, récupère son territoire, sa culture et sa langue. Donc, merci beaucoup. Voilà. Merci.